Alors, la première table ronde que j'ai l'honneur de diriger va porter sur 3 pays avec des meilleurs spécialistes sur place. Comme ça, les autres peuvent se taire. Donc, mon ami Stéphane Lacroix, spécialiste, là, cette fois-ci, de l'Arabie Saoudite. Bayram Balcé, spécialiste de la Turquie. Et Farhad Kostrukavar, qui est spécialiste de tout ce qui est musulman en général et d'Iraniens en particulier, et qui, par rapport aux 2 genoux qui sont là, a vécu, lui, les événements dont il est question. Mais on va commencer un peu par l'exogène. On va commencer par toi, Bayram. La question que je veux te poser, parce qu'elle revient un peu à la problématique que j'ai énoncée, la Turquie, depuis l'époque kémaliste, apparaissait comme le modèle modernisateur pour les sociétés musulmanes, et en particulier les sociétés arabes. Et encore à l'époque, tu vas nous en parler, il y avait des violences politiques avec une extrême gauche extrêmement puissante. Mais il y a aussi déjà des mouvements islamiques ou islamistes en Turquie. Et tout ça va conduire à un coup d'État en 1980, si je ne m'abuse, qui lié aussi à une situation catastrophique de l'économie turque. Pour la première fois en Turquie en 82, le drame que connaissait la population turque, ce n'était pas tellement le coup d'État, c'est qu'il n'y avait plus de café. Et tout simplement, donc, le plus gros cadeau que vous pouviez faire à un ami turc, c'était arriver avec du Nescafé, parce que des millions de gens avaient été privés de leur boisson quotidienne. Bayram, je te laisse la parole. Bien, merci infiniment d'abord de m'avoir invité à ce colloque et merci à vous tous d'être présents. Alors, c'est un peu particulier de se présenter comme spécialiste de la Turquie parce qu'on est quand même nombreux à travailler sur la Turquie et c'est difficile d'être spécialiste d'un pays aussi complexe que la Turquie. Mais je commencerai par, puisque le thème c'est quand même 1979, je commencerai par faire référence à l'année 1979 en Turquie, qui est une année d'une crise multiple. Une crise d'abord de l'identité turque, de la modernité de Mustafa Kemal Atatürk, une crise économique, sociale, une crise idéologique. Et pour la résumer d'une manière très synthétique, je dirais que 1919 en Turquie, c'est que en fait, on s'aperçoit avant tout que le modèle créé par Mustafa Kemal Atatürk est en crise parce qu'il ne suffit pas à répondre aux aspirations de la société. C'est-à-dire qu'il a créé un système politique moderne qui s'inspire de l'Occident, qui s'appuie sur une certaine vision de la turcité, qui néglige, qui met de côté l'islam. Et en fait, on s'aperçoit en fait que cela ne marche pas parce que, et notamment c'est ce qu'on appelle la prise de conscience d'un mouvement intellectuel qui était très fort en Turquie pendant les années 70, ce qu'on appelle le courant qui veut créer en Turquie une synthèse turco-islamique, parce qu'ils s'aperçoivent que les réformes de Mustafa Kemal Atatürk, en s'appuyant de manière excessive sur l'Occident, créent une crise d'identité en Turquie, parce qu'on s'aperçoit que la population, la société est musulmane, et c'est un islam qui s'affirme de plus en plus sur la scène politique et aussi au sein de la société. Et de ce fait, il y a la prise de conscience qu'il faut faire quelque chose. Et de ce fait, ces intellectuels qui sont à la fois religieux et nationalistes, ils vont créer cette synthèse et pour dire qu'il y a l'hégémonie de la gauche dans les universités, une espèce d'hégémonie intellectuelle qui n'est pas forcément kémaliste, mais qui est plutôt gauche, marquée aussi par ce qui s'est passé en 1968 en France, en Europe, par l'influence aussi qui vient de l'Union soviétique, parce que les courants de gauche étaient très forts en Turquie. Eh bien, ils vont créer un mouvement intellectuel assez puissant qui dira que les Turcs ont toujours été prêts à adhérer à l'islam, qu'en réalité, la vraie turcité, c'est on ne peut pas séparer la turcité de l'islam, et de ce fait, ils vont créer une synthèse, et ce courant politique et religieux, il aura plusieurs dimensions, dans le sens où il y aura d'abord une volonté de réformer les écoles, les programmes scolaires, et ensuite les universités, et de ce fait, en fait, ils arrivent à influencer le politique, et je dirais que d'une certaine manière, leurs idées arrivent au pouvoir, et quand il y a le coup d'État de 1980, on voit à quel point les militaires, bien qu'en principe les militaires,
issus du kémalisme très séculier, anticlérical, en réalité, par peur de ce qui se passe en Union soviétique, par peur d'une invasion soviétique, par peur aussi de la révolution islamique en Iran, ils vont se dire il faut faire quelque chose, accepter cette synthèse turco-islamique, et de ce fait, les militaires vont introduire une dose d'islamité dans les écoles, dans les programmes scolaires. Ils vont réintégrer l'islam, même le général Keneven, qui est connu pour être très séculier kémaliste, il va faire des références au Coran, il va sortir des citations du Coran dans ses discours, et de ce fait, on arrive à avoir une Turquie qui est, je dirais, que certains considèrent, réconciliée avec à la fois l'islam et la turcité. Et plus tard, en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça annonce les années après, ça annonce l'arrivée au pouvoir de l'islam politique qui est aussi marqué du nationalisme, et ça annonce surtout l'arrivée au pouvoir de l'AKP, de Erdogan, qui est au pouvoir depuis 20 ans. Et si on regarde le programme de Tayyip Erdogan, en réalité, c'est à la fois un mélange d'islam et de nationalisme, c'est tantôt plus d'islamisme, tantôt plus de cité, mais c'est une véritable synthèse qui est au pouvoir. Et pour finir avec encore 2 mots, et ensuite je passerai la parole à mes collègues, parce que je ne suis pas tout seul à parler, c'est qu'en fait, c'est très important de voir en fait l'impact de la révolution islamique en Iran, en Turquie. En fait, elle a eu vraiment beaucoup d'impact, dans le sens où, d'abord, elle a créé une véritable psychose pour dire la révolution islamique en Iran, elle peut avoir des effets négatifs en Turquie. D'abord, en provoquant une arrivée au pouvoir de l'islam politique aussi en Turquie, parce qu'en fait, même s'il y a une différence entre le chiisme et le sunnisme iranien et le sunnisme qui est prédominant en Turquie, en réalité, certains des islamistes en Turquie, bien que sunnites, ils ont dit l'expérience iranienne montre qu'on peut quand même réussir quelque chose, qu'on peut faire une révolution, qu'on peut islamiser l'État et les sociétés. Donc ça va donner lieu à un certain nombre de courants en Turquie, minoritaires certes, mais quand même importants, pour essayer de promouvoir faire de l'apologie de la révolution islamique en Turquie. Mais l'autre préoccupation majeure que ça suscite, cette révolution islamique en Iran, c'est de dire que, puisqu'il y a une révolution islamique en Iran, ça va probablement provoquer un chaos en Iran, et ça va permettre à l'Union soviétique, puisque Henri Laurence en parlait tout à l'heure, de cette menace communiste qui était très importante à l'époque. Eh bien, en Turquie, il y a le sentiment en fait qu'à cause de la révolution islamique en Iran, on peut avoir une menace, une invasion soviétique, et d'autant plus que la gauche était assez forte à l'époque en Turquie, et à la même époque, il y a quand même l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Donc, de ce fait, ça va précipiter, ça va obliger même les nationalistes qui ne sont pas très religieux à adhérer, à accepter une certaine dose d'islamité pour faire face au danger. Et c'est comme ça qu'on va voir arriver au pouvoir un pouvoir politique qui est à la fois musulman et nationaliste, islamo-turc, et qui continue à être prédominant en Turquie. Mais Bayram, ça ne pose pas aussi des tensions internes avec les Alévites en particulier? Alors, les Alévis, effectivement, c'est-à-dire que ça, c'est un des paradoxes de la République turque, c'est qu'en fait, bien qu'une république, elle a été fondée séculaire et laïque et laïciste, en réalité, elle a toujours été une république plutôt faite pour les musulmans sunnites, par les sunnites. Et de ce fait, la minorité alévite, donc qui est quand même 15-20% de la population en Turquie, ne s'est jamais reconnue dans cette république. Et d'ailleurs, il y a souvent des contestations. Il y a eu plusieurs révoltes en 1930, et même plus récemment, en 1995. Il y a eu aussi des pogroms, des massacres de Alévis par des sunnites. Et en fait, eux, paradoxalement, la révolution islamique, en fait, bien qu'eux, ils soient une forme de chiisme, parce qu'en fait, il y a, que ce soit pour les Alévis de Turquie ou les chiites en Iran, là, il y a la figure centrale de Ali qui est vraiment très importante. Et en fait, paradoxalement, eux, ils ne vont pas se reconnaître dans la révolution islamique parce qu'ils se disent, au contraire, ça va permettre au sunnisme majoritaire en Turquie d'islamiser davantage l'État, et au contraire, ils vont devenir beaucoup plus proches des thèses de Mustafa Kemal Atatürk et de la gauche. Ils vont adhérer à une certaine gauche, et de ce fait, ils vont être une espèce de contre-pouvoir par rapport au renforcement de la synthèse turco-islamique. Et cette gauche, en fait, il faudrait aussi faire référence probablement aussi aux faits kurdes en Turquie, c'est qu'en fait, pendant les années 80, les années 70-80, on va aussi, et ça aussi c'est l'autre inquiétude des tenants de l'État en Turquie, des responsables politiques, c'est de dire il y a une montée de la gauche, il y a une montée de l'islamisme en Turquie, il y a aussi une montée du fait kurde qui s'affirme de plus en plus, qui devient
pas seulement intellectuelle, mais aussi une guérilla qui va se lancer à partir de 80, 84 plus précisément. Et de ce fait, ça aussi, ça va obliger l'État, les tenants de l'État turc, à revenir, à introduire une dose d'islamité dans l'idéologie de l'État, parce que c'est le seul moyen de sauver la patrie en danger. Le PKK est créé à ce moment-là, non? Il est créé en 78. En 78, et le PKK qui est en 78, en fait, sentant que le coup d'État militaire de 80 va arriver, en fait, assez rapidement, les leaders du PKK vont s'exiler au Moyen-Orient, ils vont s'exiler dans la plaine de la Beka, ils s'installent d'abord à Damas, en Syrie, ils bénéficient, et ça n'a pas changé en fait, ils continuent à bénéficier du soutien du régime de Bachar, autrefois le père et à l'heure actuelle le fils, et en fait, c'est à partir de toutes les mouvances kurdes, c'est le PKK réussit à s'imposer parce que dès le départ, il a fait le choix de partir à l'étranger et de créer une organisation militaire en fréquentant beaucoup la gauche palestinienne, tous les mouvements de gauche qui étaient installés dans la plaine de la Beka. Et c'est à partir de l'étranger qu'il arrive à s'imposer et à changer aussi, à s'imposer dans l'agenda politique turc, qui continue d'ailleurs à façonner même à l'heure actuelle. Alors Farhad, désolé de te déranger, toi qui as vécu directement les événements de 1979, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Tu appuies sur le bouton, là, en bas. Merci. D'abord, je m'excuse d'avoir été en retard. Ce n'est pas parce que je suis arrivé en retard, je suis arrivé à 8h30, mais je me suis baladé. Je croyais naïvement que ça commençait à 10h. Et là, c'est vraisemblablement l'effet de ce qu'on pourrait appeler une forme d'arriération mentale liée à mon âge, peut-être un peu trop précoce encore. Mais cela étant, j'espère que vous accepterez, ainsi que mon ami Henri, mes excuses. Le second point est que, comme je connais Henri qui lit quasiment tout, je ne vais pas me concentrer sur ce qu'on pourrait appeler les conditions objectives. Mais ce que, en sociologue, disciple un peu repenti d'Alain Touraine, je privilégie, c'est ce qu'on pourrait appeler les conditions subjectives, la subjectivation, les affects. Bref, j'essaierai de parler de cela, tout en ne trahissant pas la question de Henri. 1979, ça a été une année fatidique pour l'Iran, c'est l'année de la révolution dite islamique, puisqu'il y a eu aussi beaucoup de gauchistes qui ont participé et qui contestent cette dénomination. C'est le renversement du Shah et la prise du pouvoir de l'ayatollah Khomeini. On croit que c'était en un sens l'expression d'un mécontentement populaire, ce qui était vrai. Mais ce n'était pas uniquement ce mécontentement, puisque les mécontentements ne suffisent pas à renverser un pouvoir. Si on compare le contentement actuel de la société iranienne par rapport au temps du Shah, je dirais qu'il est incommensurablement plus important. Mais le pouvoir a tenu par la répression de manière indiscriminée, en tuant hommes et femmes, jeunes, enfants, quelquefois 10 ans et de moins, et il a pu survivre. Alors que le Shah, lui, il avait abandonné quasiment le pouvoir. Il avait un peu, par sa maladie, qui était un cancer, mais aussi par son état d'esprit, qui croyait que c'était l'Amérique qui avait décidé de son déclin et de sa chute, il a abandonné le pouvoir quasiment. Et donc, cette révolution a été liée à ce qu'on pourrait appeler une défaillance de l'État, liée à une personne, à savoir le Shah, avec un mécontentement populaire lié à son autoritarisme, mais aussi à une crise économique qui n'avait rien à voir dans son étendue par rapport à celle qui secoue actuellement l'Iran, puisque le dollar atteint maintenant 60 000 toumans, c'est-à-dire
10 000 fois plus en valeur que du temps du Shah. Il était à 6 tours, maintenant 60 000. Cela n'empêche pas le pouvoir et l'État d'être là. Donc, mécontentement populaire, écroulement de l'État lié à une personne et l'avènement d'une révolution qui a, Henri vous l'a dit, selon ma certitude subjective, a bouleversé la région pour les années à venir et même maintenant. Ce qui importe, je crois, pour ce qui est des conditions subjectives, c'est que la révolution a été, dirais-je, une fête pendant 2 ou 3 semaines après l'écoulement du Shah, mais ça s'est transformé très rapidement en un système de deuil, de tristesse et de tout ce qui mobilise ce qu'on pourrait appeler les affects du chiisme traditionnel. Le chiisme, les orientalistes, à juste titre à mon avis, sur ce plan du moins, ont parlé du dolorisme chiite. Ce dolorisme qui consiste à réactualiser constamment la douleur du martyre de Hossein, de tous les imams, sauf le dernier qui va apparaître Messie. Et par conséquent, il y a comme une mobilisation des affects, dirais-je, tristes. Spinoza aurait parlé de la régression de notre conatus, mais les chiites ne l'ont pas connu, et l'imam Hossein, il y a plus de 1000 ans, évidemment, n'était pas au courant de la philosophie du penseur hollandais. Mais cela étant, la tristesse, le deuil, le chagrin ont une place privilégiée dans l'affectologie du chiisme et le pouvoir s'en est saisi, d'autant plus qu'il y a eu une inflation galopante, il y a eu toute la période révolutionnaire de branle-bas, et il y a eu aussi, peu après, un an après, la guerre qu'a initiée l'Irak contre l'Iran, croyant qu'elle pouvait conquérir facilement une partie de l'Iran, et notamment les provinces arabophones de Khouzistan et d'autres à côté, où se concentre le pétrole iranien. Or, il s'est trompé, puisque c'est là où on voit bien le nationalisme iranien qui a repris le dessus au nom de l'islam cette fois-ci, et Khomeini l'a exploité pour mobiliser la population et, en un sens, reconquérir le sud de l'Iran qui avait été envahi en partie par l'armée de Saddam Hussein, et la guerre a duré quand même plus de 8 ans. Et il a fait, maintenant avec des estimations assez précises, aux alentours de 500 000 morts, dont 300 000 du côté iranien et 200 000 du côté irakien. Par conséquent, c'est une période de turbulence, de morts, de bombardements. Moi, je me souviens, à Téhéran, on était bombardé par l'aviation irakienne. Les effets n'étaient pas énormes, ils ne tuaient pas beaucoup de monde, mais je veux dire, la dimension psychologique était beaucoup plus importante que la dimension réelle, puisque ça a créé une sorte un sentiment d'incertitude, de désarroi, et surtout que quand on lançait des bombes chimiques, on nous disait qu'il fallait descendre, et quand on lançait des bombes normales, on disait qu'il fallait monter. Et on ne savait pas s'il fallait monter ou descendre, puisque les bombes révélaient leur nature une fois qu'elles étaient déjà lancées. Et il y avait quand même une atmosphère de deuil, ce qui fait qu'il y a eu entre 1,5 million et 3 millions d'Iraniens qui ont choisi la voie de l'exil, surtout au Canada, aux États-Unis, en Turquie, et une petite partie en Europe. Donc 1979, c'est aussi dans une histoire de l'affectologie, en quelque sorte, je crois, une période cruciale dans l'histoire de l'Iran et vraisemblablement d'une partie importante de la région. D'autant plus qu'il y a aussi, mis à part la tristesse, le chagrin et tout ce qui relève du deuil, il y a une autre notion qui fait vraiment irruption dans le champ
social, c'est la mort. La mort a eu deux versants. Et quand je suis arrivé, Henri nous a parlé de l'occidentalite ou l'occidentalopathie, comme on l'a traduit à plusieurs reprises, et qui est une manière de dire qu'on a la mort dans l'âme, puisque une culture dominante vient nous écraser et nous déshiraniser en quelque sorte. Ça, c'est le pôle nationaliste. Qui était défendu paradoxalement par un marxiste iranien. Jalal al-Ahmad était un marxiste, mais comme tous les marxistes iraniens, en l'absence de prolétariat, si vous voulez, dans le pays, il fallait s'accrocher à quelque chose. Et donc c'était la nation, c'était la société, c'était les classes moyennes. Bref, il y avait cette espèce de notion de la mort dans l'âme, parce que c'était une culture agressive qui venait se substituer à la culture iranienne, et au nom de la modernité, le Shah dérobait aux Iraniens en quelque sorte leur identité profonde. Mais il y avait à côté de cela le versant islamique de la mort, et c'était Shariati. Shariati a joué un rôle fondamental en Iran, mettons dans les 6-7 dernières années du régime du Shah, parce que c'était une sorte de télé-évangéliste chiite. Il faisait des conférences, il n'a fait pratiquement que des conférences avec très peu d'écrits, et qui ont assuré sa notoriété en Iran et dans une grande partie du monde musulman, et même chez une partie des Noirs américains, puisque ses ouvrages étaient traduits aussi en anglais, et il voyait aussi une manière de s'affirmer contre l'hégémonie blanche. Il a fait ses études universitaires, enfin, il a passé une thèse à Paris. Et évidemment, il était, semble-t-il, médiocre, sa thèse n'était pas très importante, mais il faisait autre chose. Il tentait de relier le chiisme à la révolution. Et donc, il a parlé du chiisme rouge, c'est-à-dire l'héroïsme jusqu'à la mort. Il a parlé des imams chiites comme étant les représentants de la mort sacrée. Bref, il disait, et il pensait, et il écrivait, enfin la transcription de ses conférences, que le chiisme n'avait pas besoin de révolution marxiste, puisqu'il était lui-même révolutionnaire dans sa nature profonde. Et là aussi, la mort devient très importante parce qu'il distingue deux sortes de morts. Je ne vais pas vous attrister outre mesure en insistant indûment sur la mort et en lui donnant un contenu mortifère, mais toujours est-il que la mort joue un rôle fondamental puisqu'il distingue deux types de morts. Le martyr qui va lutter contre les forces adverses et qui trouve la mort sans avoir voulu mourir, là, il appelle le mujahid, d'un mot arabe qui a comme racine jahd, effort, celui qui lutte, enfin le combattant légitime et authentique. Et il y a de l'autre côté ce qu'il appelle le martyr, à savoir celui qui va lutter tout en sachant qu'il va mourir et désirant ardemment la mort sacrée. Et là, il distingue, ce distinguo, si vous voulez, est fondamental parce qu'il pousse la jeunesse iranienne vers ce type de mort. Quand j'étudie un peu le champ intellectuel, si vous voulez, de cet islam radical d'origine chiite, la permanence et la proéminence de la mort me paraît fondamentale dans son affectologie. Et sa politisation, c'est-à-dire la politisation de la mort qui était une notion ritualiste et sacrée dans le chiisme, à savoir la mort du troisième imam dans un combat inégal en martyr contre le calife omeyyade et qui est réactualisé chaque année pendant tout un mois, le mois de Muharram, où on fait le deuil en quelque sorte de sa mort. Or, c'était une notion ritualiste. Eh bien, la révolution iranienne transforme une notion ritualiste en une pratique. Et donc une forme de sécularisation perverse de cette notion sous une forme inédite du fait de son caractère massif. Les djihadistes sunnites, qui sont les frères ennemis
des chiites, puisqu'ils pensent que les chiites ne sont pas de vrais musulmans, s'en inspireront dans leur lutte contre l'Occident impie et infidèles, notamment en Europe, avec ceux qui se sont donné la mort tout en tuant des individus, des citoyens innocents. Bref, mis à part le deuil, il y a aussi la mort, mais sous une forme nouvelle, politisée, devenue en un sens immanente, puisque chacun peut imiter Hossein, le troisième imam qui a trouvé la mort en martyr, et que cela constitue en quelque sorte la fondation de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie du régime islamique qui perdure même maintenant dans beaucoup de discours que l'on voit, mais qui est en rupture totale cette fois-ci avec la révolution, avec la situation de la société iranienne et la nouvelle jeunesse qui n'entend absolument pas intérioriser cette culture au nom de ce que moi j'appelle la joie de vivre. 1979 est donc non seulement une année pour l'Iran où on assiste à une révolution, et comme toute révolution, la dimension politique est fondamentale, et ses effets sur le monde ambiant, sur la région, sont extrêmement importants. Et tout cela, Henri, cette année et l'année dernière, ou il y a 2 ans, si mes souvenirs sont exacts, nous en a fait une description magistrale. Ce qui me paraît essentiel ici, c'est de souligner le côté subjectif, les affects mobilisés et la nature de ces affects liés à la culture iranienne dominante et surtout, à présent, le renversement de cette affectologie dans une nouvelle forme où le déni opposé au régime islamique par une très grande partie de la population se manifeste par le rejet de cette culture doloriste. Tu insistais sur la dimension islamique et chiite. Le régime du Shah se revendiquait d'un Iran immortel, enfin de 25 siècles au minimum. On se rappelle, enfin ceux qui ont connu cette période, les fabuleuses fêtes de Persépolis. Mais néanmoins, le régime va quand même progressivement récupérer aussi le passé iranien. Il ne va pas se mettre en opposition avec le passé iranien. Tu as tout à fait raison, mais le problème, c'est que le régime du Shah célébrait en quelque sorte l'Iran anté-islamique, achéménide, sassanide. Or, le régime actuel ne peut pas se défaire de ce passé islamique. C'est pour cette raison qu'il intègre, en un sens, tout en l'occultant, cette dimension nationaliste dans une sorte de synthèse artificielle entre l'islam et la nation iranienne. Le chiisme, ils ne peuvent pas le dire que c'est une spécificité iranienne, alors que ça l'est par rapport à d'autres pays musulmans, puisque 90% des musulmans du monde sont sunnites. Il y a aux alentours de 10%, 10 à 15% au maximum, selon les estimations. L'Iran, plus de 85%, l'Irak, plus de 60%, si mes souvenirs sont exacts, Liban, avec une minorité importante. Bref, cette dimension chiite que Khomeini a essayé d'occulter demeure quand même présente et il est insurpassable parce que les autres musulmans n'ont pas d'abord ce côté chiite des 12 imams, l'imamologie chiite que quelqu'un comme Henri Corbin a quand même extrêmement bien décrit. Et puis de l'autre côté, cette affectologie vraiment qui me paraît fondamentale et à laquelle on ne donne pas vraisemblablement son importance, à savoir l'insistance sur un certain nombre de traits
et qui font que c'est une culture, dirais-je, de mélancolie incarnée, beaucoup plus que de la joie vive de l'existence. La Révolution française, c'était quand même la fête révolutionnaire comme l'une des dimensions fondamentales. Eh bien, moi je dirais que la Révolution iranienne, ça a été le deuil révolutionnaire. Si on veut faire une sorte de parallèle un peu artificiel entre les deux, et par conséquent, l'assomption de cette dimension nationaliste se fait inter alia, se fait de manière un peu honteuse. On ne peut pas le déclarer clairement et nettement, mais on essaie de faire passer le message qu'en défendant l'islam, on défend l'Iran. Rappelons que la définition que Albert Mathiez disait qu'il y avait une révolution que quand il y avait transfert de propriété. Et la révolution iranienne est aussi un transfert de propriété entre groupes sociaux. Tu as tout à fait raison. En fait, la propriété réelle, c'est-à-dire les propriétés, mettons, puisque l'Iran était une sorte de régime féodal, entre guillemets, eh ben, c'est le Shah qui a fait la réforme agraire. Le transfert de propriété a été fait d'une élite à l'autre. Il y a un changement total d'élite. La suppression de l'élite du Shah, leur départ, la constitution d'une nouvelle élite qui se centre sur deux polarités. L'une des polarités, c'est le clergé. Une partie du clergé se détache du corps principal du clergé et devient le clergé d'État. Une sorte de hiérocratie, et ils s'enrichissent indécemment. On le voit très bien. Actuellement, le leader, évidemment, c'est un ayatollah. Le Premier ministre, le président de la République, est un clerc. Et donc, il y a une partie du clergé. Mais encore plus important que cela, c'est l'armée des Pasdaran, l'armée des gardiens de la Révolution, qui s'enrichit parce que, un peu comme au Pakistan et en Égypte, cette armée, si vous voulez, c'est aussi une mafia économique. Et donc le transfert se fait sur ce double pôle, avec leur enrichissement indécent, puisque l'armée des Pasdaran a des ports francs. Ils importent ce qu'ils veulent, ils exportent ce qu'ils veulent, sans aucun respect pour la légalité. Et les mauvaises langues, qui se trouvent être aussi des chercheurs, disent que l'alcool qu'on trouve surabondamment en Iran, vous pouvez trouver n'importe quel genre de whisky, sans problème, ou de vodka, eh ben, est importé par eux et ensuite distribué illégalement, quitte à ce qu'eux-mêmes ressaisissent, si vous voulez, une partie de cet alcool chez des gens privés et qui en abusent un peu trop bruyamment la nuit. Même pour la drogue et tout le reste, on pense que c'est finalement celle-ci, cette armée, qui en tire profit. Bref, tu as raison de dire qu'il y a un transfert de propriété, mais en fait, c'est la rente pétrolière qui est redistribuée. Et cette rente pétrolière, eh ben, elle est faite par le truchement de ces deux instances qui s'approprient une grande partie des richesses et qui redistribuent une partie, si vous voulez, ensuite au Hezbollah libanais, à d'autres instances, le Hamas aussi en a bénéficié un tout petit peu, et des mouvements qui, et en Syrie aussi, et on voit très bien comment cette redistribution maintenant fait problème, puisque l'appauvrissement de l'Iran, un taux d'inflation de l'ordre de 40%, font que cette redistribution à l'extérieur fait grincer beaucoup de dents. Bien, Stéphane, le gouvernement actuel de l'Arabie saoudite parle des jours heureux des années 70, avant les drames de 1979 qui auraient mis le pays dans une régression morale et intellectuelle, et en quelque sorte, MBS serait un retour avant 79. En tout cas, c'est le discours qui est tenu. Alors, alors d'abord, merci Henri pour l'invitation, merci au Collège de France, bonjour à tous. Et désolé aussi d'être arrivé un peu en retard, je me suis perdu un moment avec Farhad dans les couloirs du Collège de France aussi, ça a été un épisode
Donc voilà, mais nous sommes là. Donc pour revenir à ta question, Henri, alors évidemment c'est un discours politique qui n'engage que MBS, c'est un discours qui lui permet de fait de réécrire l'histoire d'une manière qui le présente comme quelqu'un qui n'est pas un innovateur mais qui se contente de ramener l'Arabie à ce qu'elle a supposément un jour été. Donc on voit l'usage politique d'un discours comme celui-là. Évidemment, il est très loin de la vérité historique. Avant 1979, l'Arabie est un pays déjà très conservateur, il l'a toujours été depuis ses origines. Et ce que 1979 va changer, je vais y revenir dans une minute, mais ce n'est pas le conservatisme, et donc ce n'est pas l'idée d'une Arabie qui aurait été libérale avant 1979. L'Arabie, c'est un pays qui est fondé sur un système politique assez original qui remonte au XVIIIe siècle. C'est un pays qui est l'un des rares de la région en fait, à pouvoir se réclamer d'une histoire qui remonte à l'avant-période coloniale. Il n'y a pas beaucoup de régimes en fait, qui peuvent se réclamer d'une continuité qui remonte au XVIIIe siècle. Hein. Beaucoup d'États de la région sont des créations coloniales, beaucoup postérieures à la Première Guerre mondiale, certains plus anciennes, mais voilà, l'Arabie saoudite a une forme effectivement d'histoire longue dans laquelle elle puise, qui remonte donc au XVIIIe siècle et à ce message religieux qu'on appelle le wahhabisme, que les Saoudiens vont parfois désigner plutôt comme salafisme, mais les deux termes peuvent s'entendre un peu comme synonymes. Et ce message religieux, il est ultra conservateur. Il prétend purifier la croyance en la ramenant à sa base pure et dure, sunnite. Et il prétend fonder un modèle de société extrêmement strict, rigoriste, qui serait gouverné par des normes se réclamant de la tradition du prophète et de ses compagnons, pour le dire vite. Et donc, ce système qui se crée au XVIIIe siècle, il est fondé sur donc cette idéologie d'État, d'une certaine manière, hein, cet islam rigoriste qui est son idéologie d'État, et une gestion de la cité par deux groupes sociaux, que sont les princes de la famille saoud et le clergé, les oulémas, qui se partagent les tâches. La famille saoud gouverne, c'est elle qui est en charge du domaine politique, et les oulémas définissent les normes socio-religieuses et ont en charge la guidance de la société. Et ils le font en particulier, c'est quelque chose auquel on pense quand on pense à l'Arabie saoudite, ils le font par la police religieuse, qu'on appelle la commission, le comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice, qui est un commandement coranique, hein, et donc qui a institutionnalisé ce commandement coranique dans cette police religieuse, qui est sous la coupe des oulémas et qui donc fait régner dans la société la norme telle qu'est dictée par les oulémas. Donc ce système, il est conservateur par essence dans son ADN. Et les oulémas wahhabites sont ceux qui ont, jusqu'à MBS, donc jusqu'à quelques années, défini les règles de vie en société en Arabie, selon cette norme qui est la leur. Donc voilà, les femmes ne pouvaient pas conduire, la mixité de genre était vue comme dangereuse pour la moralité des individus, et donc il fallait à tout prix essayer de séparer les genres, etc., etc. Donc toutes ces règles que l'on connaît. Alors, l'Arabie, elle va beaucoup changer de fait au XXe siècle, et on va arriver à 79, elle change beaucoup parce que, d'abord, il y a un processus de modernisation qui s'opère malgré tout au XXe siècle, modernisation des institutions. Donc cet équilibre que je vous ai décrit reste le même, mais voilà, le XXe siècle voit l'Arabie saoudite s'ouvrir au monde avec d'abord beaucoup de méfiance peut-être initiale, parce qu'elle essaye de préserver à tout prix, en tout cas les oulémas veulent à tout prix préserver le conservatisme tel qu'il existe, mais le XXe siècle, c'est un moment où l'Arabie saoudite commence à exploiter massivement son pétrole, et elle le fait par une compagnie à l'origine américaine qui s'appelle l'Aramco, qui s'installe en Arabie dans les années 30, qui voit donc arriver des expatriés étrangers, en particulier au départ américains, mais il y aura des gens de la région en particulier qui vont au départ venir travailler en masse en Arabie. Et donc l'Arabie, elle s'ouvre de fait au monde d'abord par les migrations de travail, et puis de fait, cette relation qu'elle entretient avec les États-Unis va l'intégrer politiquement dans la période de la guerre froide au bloc
américain, et par le pétrole, elle va s'intégrer économiquement à l'économie mondiale, elle va subir de fait effectivement toute une série d'influences sur sa politique, son économie, mais aussi, même si là encore les oulémas font tout pour l'empêcher, sur sa culture. Et donc voilà, cette relation avec les États-Unis, elle commence dans les années 30, mais c'est vraiment à partir de 1945, et cette fameuse rencontre entre Abdelaziz Ben Saoud, qui est le roi de l'époque, et le président Roosevelt, voilà, dont Henri vous a certainement parlé dans un cours précédent ou dans celui-ci, mais cette fameuse rencontre, effectivement, qui scelle un peu le partenariat. Et pendant la période de la guerre froide, l'Arabie saoudite devient la tête de pont du containment américain au Moyen-Orient. Hein. C'est ce qu'on appelle la doctrine Eisenhower, à la fin des années 50, quand les Américains s'alarment de l'influence soviétique au Moyen-Orient, et ils voient dans l'Arabie saoudite et son conservatisme le talisman qui, d'une certaine manière, protégera la région de l'influence soviétique. Et donc ils vont faire vraiment de l'Arabie saoudite et du roi Faisal à l'époque, hein, qui va devenir un peu une sorte d'anti-Nasser pour les Américains. Hein. Il y a Nasser d'un côté qui les inquiète énormément, qui s'est rapproché des Soviétiques, et donc le roi Faisal se voit intronisé comme grand partenaire des Américains, et donc voilà, celui qui est en charge d'une certaine manière de contenir l'influence soviétique. Donc cette relation saoudo-américaine, elle est évidemment très déterminée par la guerre froide. Alors, ce qui se passe en 1979, puisqu'on va y arriver, c'est que, au départ, c'est quelque chose qui va rester longtemps assez obscur, en fait, hein, l'histoire du siège de la Mecque en 1979. Et en fait, ça fait pas très longtemps, en vérité, qu'on commence à avoir une idée assez claire de ce qui s'est passé. Les acteurs ont mis beaucoup de temps à parler. À l'époque, évidemment, l'Arabie saoudite est un pays très fermé, donc il n'y a pas de possibilité pour un historien d'aller travailler sur ce qui s'est passé à ce moment-là. En fait, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'en 1979, un groupuscule de quelques centaines de personnes, qui sont pour la plupart issus des communautés bédouines d'Arabie. Ce qu'on appelle les communautés bédouines, ce n'est pas des gens qui continuent à nomadiser, mais c'est des gens qui ont été parmi les derniers bédouins à avoir été sédentarisés de force au XXe siècle par l'État saoudien. Parce que l'État saoudien, dans sa modernisation au XXe siècle, il a forcé toute une partie de sa population qui restait nomade à se sédentariser, pour essayer justement de les transformer en des citoyens, d'abord contrôlables, parce que quand on est sédentarisé, on est contrôlable par l'État, et puis essayer voilà, de les intégrer au tissu social saoudien en essayant voilà, de limiter leur mouvement. Ces bédouins, ils ont souvent été intégrés dans des conditions qui au départ n'étaient pas très bonnes. Hein. Ça commence dès les années 30, à l'époque où on n'a pas de pétrole. Et donc ça va rester longtemps, en fait, ces bédouins sédentarisés de force, ça va longtemps être en fait une catégorie sociale susceptible de nourrir une animosité à l'égard de l'État. C'est les grands perdants de la modernisation de l'Arabie au XXe siècle, en fait. Ces bédouins sédentarisés vraiment dans ce qui au départ est des campements en marge du désert, où on les parque. Et donc c'est dans cette catégorie sociale-là que va se former ce groupuscule. Ce groupuscule, il est essentiellement mu par une chose, c'est qu'il se méfie de la manière dont l'Arabie saoudite est en train de changer. Il est attaché à l'Arabie saoudite d'avant, ce groupuscule. Il s'alarme des nouvelles pratiques. Il y a une question qui va être la première action de ce groupuscule, c'est que dans les villes de la Mecque et Médine, on a vu apparaître avec la modernisation de l'économie saoudienne des magasins de vêtements, etc., qui ont des mannequins qui représentent le corps humain, et des mannequins féminins, qui donc avec des tenues féminines qu'on vend en vitrine des magasins sur des mannequins féminins. Pour eux, c'est une aberration, d'abord la représentation du corps humain, hein, qui est problématique dans un islam conservateur tel que le leur, en plus des mannequins féminins, l'influence occidentale, et donc l'un des premiers actes, en fait, ça va être d'aller casser les mannequins dans les magasins de la Mecque et Médine. Et puis bon, le groupuscule va grandir avec le temps, va recruter un peu plus de monde, il va se projeter aussi dans un moment historique antérieur, qui est un moment qui a eu lieu dans les années 20,
qui est au moment où donc le roi Abdelaziz d'Arabie Saoudite, qui devient roi à cette époque-là, en fait, a, pour la première fois, en fait, trouvé un accord avec les Britanniques pour sceller une fois pour toutes les frontières du royaume saoudien. On est juste après la Première Guerre mondiale. C'est le moment où les frontières du Moyen-Orient se dessinent. Et le roi Abdelaziz, dans les années 1920, il avait dû, dans un premier temps, utiliser des forces bédouines qui avaient été socialisées dans le wahhabisme le plus militant pour étendre son territoire, et dans un second temps, il avait dû se retourner contre eux, à la suite de l'accord avec les Britanniques qu'il avait passé à l'époque, pour fixer les frontières du royaume, en respectant le mandat irakien, le mandat jordanien des Britanniques. Et donc cet épisode de la fin des années 20, c'est une révolte qui avait eu lieu d'une partie de ces troupes bédouines dans les années 20, qui s'était révoltée contre le pouvoir d'Abdelaziz. Ils n'étaient pas d'accord en particulier pour qu'on les empêche de continuer à étendre les frontières de la vraie foi. Okay, et donc ils avaient été, avec l'aide de l'aviation britannique à l'époque, ce qui avait valu beaucoup de critiques par les plus conservateurs, puisque le roi Abdelaziz s'était appuyé sur l'aviation britannique, il avait écrasé ce groupe. Et donc dans les années 70, les gens qui vont prendre la Mecque en 79, ils se réclament aussi de cette mémoire. Ce groupe, on les appelait les Ikhwan, ça n'a rien à voir avec les frères musulmans, les Ikhwan el-Muslimin, c'est un autre, Ikhwan ça veut dire frère en arabe, et ça complique les choses, parce que ce terme de frère, il est utilisé en islam, effectivement, la fraternité, c'est une valeur qui va être investie par les uns et par les autres. Donc, ce groupe des années 70 qui se développe, ce groupuscule qui refuse la modernisation de la société saoudienne, il se réclame de cette première mémoire de ces bédouins qui s'étaient opposés à la constitution, d'une certaine manière, d'un État-nation en Arabie Saoudite. Et donc, là aussi, c'est surtout à cette mémoire historique-là qui va faire référence. Et donc, ce groupuscule est mécontent de la manière dont les choses se déroulent en Arabie. Ils ont une animosité croissante à l'égard du pouvoir, dont ils considèrent qu'il est en train de dénaturer la société. Et tout d'un coup, à la fin, vers 1977, se produit un changement dans le groupe, et le groupe comment on pourrait dire, développe une idéologie messianique. Parce qu'on est à la fin du XIVe siècle de l'Hégire. Et l'année 1979, c'est aussi l'année 1400 du calendrier de l'Hégire. Et évidemment, les années, on connaît ça aussi dans le christianisme, historiquement, les années qui tombent juste, c'est souvent des moments qui sont vus comme des moments de transformation messianique. Il y a toujours un messie qui doit arriver en l'an 1000, en l'an 1500. C'était le cas dans la chrétienté. Et dans les années, tous les 100 ans de l'Hégire en particulier, selon certaines traditions prophétiques, il y a l'idée qu'il y aurait un rénovateur de l'islam qui apparaîtrait. Okay, donc, ce groupe, en fait, mécontent de la modernisation de l'État saoudien, va se rattacher à cet imaginaire messianique et considérer qu'il a parmi ses membres le Messie annoncé par les traditions prophétiques, qui doit porter le nom de Mohammed bin Abdallah, ce qui était le nom du prophète de l'islam. Donc ils ont un Mohammed bin Abdallah al-Qahtani avec eux, dont ils vont... alors, ils racontent qu'ils le voient dans un rêve, mais ça c'est toujours ce qui se passe là encore dans ce type de groupe. Donc tous, collectivement, ils l'ont vu une nuit dans un rêve, et que le prophète leur disait qu'il était le Messie, et ils se mettent en tête. Donc évidemment, on est à l'approche de l'année 1400 de l'Hégire, et ils se mettent en tête de le faire consacrer Messie au sein du Saint des Saints, c'est-à-dire dans la grande mosquée de la Mecque. Et donc ce groupuscule commence à s'armer pour entrer de force dans la grande mosquée de la Mecque et faire reconnaître Messie au sein de la grande mosquée de la Mecque, ce personnage, qui s'appelle Mohammed al-Qahtani. Et donc il y a dans la tradition prophétique un lieu qui est désigné au sein de la grande mosquée de la Mecque, qui est le lieu d'où le Messie sera reconnu, et à partir de là s'enclenchera l'Apocalypse, puisque donc évidemment, qui dit Messie dit Apocalypse. Et eux
considère qu'une fois qu'il aura été reconnu Messie, la prophétie de l'Apocalypse s'enclenchera. Donc la prophétie de l'Apocalypse, c'est l'antéchrist qui apparaîtra dans le Khorasan, puisque c'est toujours du côté de l'Iran qu'apparaissent les antéchrists. Je regarde Farhad, mais il est occupé. Mais donc l'antéchrist surgira, les armées de l'islam se rassembleront, ce sera la fin du monde, et enfin le règne du Messie commencera, donc avec une période de justice, et puis ensuite ce sera la fin des fins. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez particulier, hein. Ce n'est pas du tout la révolution iranienne. La révolution iranienne, c'est un mouvement qui est porté par l'islamisme, qui est un mouvement finalement moderne, hein. Les islamistes sont autant une réaction à la modernité qu'un produit de la modernité. Et on voit d'ailleurs dans la manière dont l'État iranien va se construire, y compris avec Khomeini, au sein d'un cadre institutionnel moderne qui va réemprunter la modernité pour l'islamiser. Dans le cas de mon groupuscule saoudien, dont je vous parle, alors il a un nom, hein, ce groupuscule, je ne vais pas donner parce que là encore c'est compliqué, ça s'appelle la Jama'a Salafia al-Muhtaseba, c'est-à-dire le groupe salafiste qui promeut la vertu et qui prévient le vice, si vous voulez. C'est ça, en fait, pour le traduire. Et donc là, on est dans vraiment une réaction. Alors évidemment, ça ne va pas bien se passer. Ils vont, dans un premier temps, effectivement, réussir à s'emparer de la grande mosquée de la Mecque. Ils ont une petite quantité, alors c'est très intéressant, ils entrent avec une quantité limitée d'armes et une quantité limitée de nourriture, puisqu'ils pensent que c'est vraiment la fin du monde. C'est-à-dire que pour eux, en fait, ils n'ont pas besoin de tenir le siège très longtemps, puisqu'ils pensent qu'une fois que la proclamation est faite, et d'ailleurs, moi j'avais interviewé un membre de ce groupe hein, qui avait été emprisonné ensuite et qui évidemment avait fait un retour sur son expérience, racontait qu'ils avaient une radio avec eux et ils attendaient en fait à la radio les événements qui, donc, ils pensaient entendre dans les nouvelles les événements de la fin du monde une fois que la proclamation a été faite. Donc ils écoutaient la radio, c'était la BBC à l'époque en arabe, je crois qu'ils écoutaient peut-être déjà, et ils attendaient de voir donc les signes de la levée de l'Antéchrist. Bon. Donc tout ça pour dire que voilà, bon, ça s'est mal terminé évidemment pour eux puisque la fin du monde n'est pas advenue. L'armée saoudienne a été particulièrement inefficace puisqu'elle n'a pas réussi à les déloger elle-même et tout ça a fini avec une intervention du GIGN puisque le prince Sultan, qui était le ministre de la Défense, revenait visiblement du salon du Bourget ou du salon de l'armement en France, où il avait été très intéressé par les armes françaises. Il avait discuté avec le président Valéry Giscard d'Estaing de l'époque, et visiblement, il a pensé au GIGN à ce moment-là, donc il avait visiblement rencontré les représentants en France quelques mois auparavant. Et donc ça explique pourquoi il va s'adresser à la France, et c'est le capitaine Baril, qu'on connaîtra dans d'autres affaires, qui va être en charge de déloger le groupuscule de la Grande Mosquée de la Mecque. Donc voilà. Donc cet épisode, il va être plus intéressant par ses conséquences, en fait, puisqu'il est lu à un moment où, effectivement, il y a la révolution iranienne, il se passe ça en Arabie Saoudite, et puis tous les événements qu'Henri a évoqués. Donc c'est parce qu'on va l'intégrer à ce grand narratif. Mais pour moi, là encore, et je vais terminer juste sur ça une seconde, je pense qu'il faut toujours faire attention à une différence entre deux catégories. C'est-à-dire que il y a l'islamisme et le conservatisme, c'est pas la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que les islamistes ne sont pas des conservateurs. Les islamistes ont un projet de transformation sociale. C'est un projet qui est un projet moderne, qui, là encore, je l'ai dit, est autant une réaction à la modernité qu'un produit de la modernité. Et donc, ce qu'on voit en Iran, c'est malgré tout des gens, on a parlé d'Ali Shariati, qui voilà, a fait une thèse en France, qui reconstruit le chiisme à partir d'un référent politique révolutionnaire qui emprunte autant à l'imaginaire révolutionnaire de la Révolution française qu'à la tradition de Hussein. Bon. Mon groupuscule en Arabie Saoudite, ce sont des ultra-conservateurs. Ils ne sont pas socialisés dans cette modernité-là. Ils sont des nostalgiques d'une Arabie qui a été et qui n'est plus, d'une Arabie des Bédouins, d'une Arabie de la foi pure,
d'une Arabie où voilà, la société est régie par des principes dont eux considèrent qu'ils sont en train de s'évaporer. Donc voilà, là encore, cette distinction, elle est importante. Maintenant, évidemment, tout ça va être happé par le grand narratif de l'islamisme. D'ailleurs, dans certains livres, vous allez trouver les événements de 79 qui vous sont racontés un peu différemment de ce que je vous ai raconté là, en Arabie Saoudite. Hein, parce que, de fait, on a souvent intégré cela à l'histoire de l'islamisme, alors qu'à mon avis, il s'agit d'autre chose. Mais je m'arrête là, Henri. Tu as utilisé Messie, mais il faut plutôt dire Mahdi, je pense. Oui, bien sûr, oui, bien sûr, le Mahdi. Et c'est évidemment la dimension de la fin des temps, parce qu'il faut quand même rappeler que ma région d'études est aussi là où se dérouleront les derniers combats de la fin des temps, et que le conflit israélo-arabe est aussi partie du drame de la fin des temps. Jean-Pierre Finieux avait parfaitement étudié cette question dans un livre que je considère comme un classique, l'Apocalypse dans l'islam. Si je fais un retour en arrière temporel, là, bon, que les Américains arrivent au Moyen-Orient dans les années 40, c'est une chose importante. Mais on oublie qu'ils apportent avec eux quelque chose d'absolument essentiel qui va modifier toute la vie du Moyen-Orient. Ils apportent avec eux l'air conditionné. Et donc, c'est dès 45-46 que l'air conditionné se répand en Arabie Saoudite. Et donc, tout le secteur moderne de l'Arabie Saoudite est en air conditionné. Et toute la structure des villes va être modifiée, parce que quand vous avez de l'air conditionné, vous pouvez faire des tours. Et donc, à la limite, si les Américains partent, leur héritage restera, c'est l'air conditionné. Et c'est peut-être un autre signe de fin des temps si on considère le réchauffement climatique. Mais bon, c'est une autre question. Reste quand même que si la crise de 79 est une crise interne saoudienne, elle se répercute quand même dans la structure de la société saoudienne. Alors en fait, ce qui se passe en 79 est presque plus intéressant par les conséquences que ça a. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, effectivement, ou le régime saoudien se sent pris en défaut d'islam. C'est la première fois, d'une certaine manière, qu'il voit que l'islam peut être utilisé contre lui. Hein, le pouvoir saoudien, jusqu'ici, considère qu'il a le sorte de contrôle monopolistique de la ressource islamique. Et là, il voit en fait que, effectivement, des gens qui se réclament de l'islam en Arabie Saoudite peuvent le retourner contre lui. Et la réaction des Saoudiens, ça va être, ou du pouvoir saoudien, ça va être de fait de réaffirmer son islamité. Et en particulier en étendant les prérogatives des institutions religieuses, en étendant les prérogatives du clergé, en augmentant les pouvoirs de la police religieuse dont je vous parlais tout à l'heure, dans les années 80, donc où il s'agit vraiment de montrer son islamité, en soutenant avec force le djihad en Afghanistan. Hein. Et donc on a un pouvoir finalement qui, parce qu'il est pris en défaut, ou parce qu'il se sent pris en défaut, va vouloir redoubler de force dans son affirmation de son attachement au principe de l'islam. Et ça a profité à une autre catégorie d'acteurs. Parce qu'en fait, pour moi, si vous voulez, les acteurs de 79 de la Mecque, si on prend une définition stricte de l'islamisme comme mouvement moderne, ils n'appartiennent pas à cette catégorie. Par contre, il y a en Arabie Saoudite, depuis les années 50, un islamisme qui s'est développé et qui, lui, est plutôt le produit de l'influence des frères musulmans, du Jamaat islami pakistanais, c'est-à-dire de groupes islamistes de la région, qui, à la faveur de la guerre froide, sont devenus des alliés de Riyad, qui pour beaucoup se sont réinstallés en Arabie Saoudite. Hein. Vous savez que quand Nasser se heurte aux frères musulmans, toute une partie de ceux qui échappent à la répression deviennent des réfugiés en Arabie Saoudite, ils trouvent asile en Arabie Saoudite, et ce sera le cas ensuite pour les Syriens et les Irakiens avec la prise de pouvoir des régimes bassistes. Et donc il y a en Arabie Saoudite, de fait, un bouillon de culture qui est aussi, on va dire, modelé par les idées de l'islam politique telles qu'elles viennent par les auteurs des frères musulmans et autres. Et donc on voit
dans les années 70 en Arabie, grandir dans les universités saoudiennes un mouvement islamiste qui d'abord départ des campus. D'une certaine manière, les années 70, c'est l'année des mouvements étudiants. Simplement, effectivement, dans un pays comme l'Égypte ou l'Arabie saoudite, ces mouvements étudiants, ils se réclament plutôt de l'islam et pas de la gauche. Mais on a une contestation étudiante, en fait, qui est un phénomène global des années 70. Et en Arabie saoudite, ce qui est intéressant, c'est que cette réaction du pouvoir saoudien à ce qui se passe en 79 à la Mecque, en donnant plus de pouvoir à l'islam et au clergé et aux institutions religieuses en Arabie, va in fine profiter au mouvement islamiste, qui eux-mêmes sont inscrits dans ces structures religieuses saoudiennes et qui vont profiter du coup de la manne qui leur est donnée dans les années 80. C'est là qu'on va voir effectivement un investissement massif sur le djihad afghan d'abord, de ces mouvements islamistes saoudiens, et puis, in fine, le vrai clash entre l'islamisme et le pouvoir saoudien qui a lieu en 90, pas en 79. C'est au moment, en 90, là où, et là je fais un petit bond en avant, mais pour vous redonner toute la séquence, c'est en 90 quand le pouvoir saoudien fait appel aux troupes américaines pour protéger, disent-ils, le royaume contre les velléités expansionnistes de Saddam Hussein à la suite de l'invasion du Koweït. C'est l'appel du roi Fahd du 2 août 90. C'est à ce moment-là que l'islamisme saoudien va se heurter au pouvoir. Et la vraie séquence, en fait, qui va durer des années de contestation en Arabie, c'est 90-94, de laquelle émergera, dans sa version radicale, Oussama Ben Laden. Donc, ce qui se passe en 79 est un peu à contre-courant, en fait. C'est une sorte de réaction ultra-conservatrice à la modernité, qui se traduit donc par un surcroît d'islam, et donc par un renforcement du mouvement islamiste en Arabie, et finalement par le clash de 90. Donc vous voyez que la séquence, elle est plus compliquée que ce qui se passe dans les autres pays de la région. Merci Stéphane. On a une dizaine de minutes pour quelques questions. Alors n'essayez pas de refaire la conférence. Soyez bref.